s'appelle, vous l'avez vu, un documentaire d'art. Cela s'appelle aussi et surtout Vivre aujourd'hui. Vivre aujourd'hui parce que nous vous parlerons de votre vie et de notre époque. Nous n'entrerons guère dans les musées, mais nous entrerons dans votre maison, dans votre usine, dans votre bureau, dans l'école de vos enfants, dans les endroits où vous passez vos vacances. C'est là, partout où vous travaillez, où vous vivez, que nous rechercherons avec vous les formes nouvelles du monde d'aujourd'hui. Nous ne vous dirons jamais « ceci est beau » ou « ceci est laid ». Nous ne sommes pas des professeurs de bon goût. Votre goût, comme le nôtre, est le produit de votre milieu, de votre éducation, des valeurs que certains marchands tentent de vous inculquer pour que vous achetiez, pour que nous achetions leurs marchandises. Nous refuserons l'hypocrisie de vous montrer l'appartement d'un milliardaire et de vous en faire admirer la splendeur tout en vous en dissimulant le prix. Parce que nous préférons les réalités, nous vous épargnerons les tentations du rêve. Ces formes nouvelles que nous allons traquer avec vous à travers les lieux les plus simples, à travers un hôpital ou une maison de campagne, à travers un HLM ou une usine, à travers une fourchette ou un fauteuil. Cela s'appelle aujourd'hui d'un mot qui fait fureur, d'un mot dont on se gargarise d'autant plus volontiers qu'il est incompréhensible, qu'il est indéfinissable, le design. Il y a un malentendu du design. D'un côté, les designers parlent fort savamment de fonctionnalité, de rationalité, de fabrication industrielle, mais la plupart ne sont en réalité que de charmants artisans d'art, utilisant, mais pas toujours, des matériaux nouveaux et dissimulant le tout sous un époustouflant langage de sociologues ou de linguistes. De l'autre côté, la société française continue à préférer le faux Louis XVI et le vrai Formica, la fausse poutre apparente et les fleurs artificielles. Seule une mince couche sociale affamée de mode choisit ces formes nouvelles dont elle fait un signe de son standing ou de sa culture. Ce malentendu du design, ce malaise de l'environnement français, nous allons essayer aujourd'hui de vous le montrer par petites touches impressionnistes. Dans cette première émission, qui est le début d'une série, nous avons surtout voulu vous montrer pourquoi il était indispensable de parler de ces choses à la télévision. Dès la prochaine fois, je l'espère, nous tenterons d'approfondir le sujet. Paris, 14e arrondissement, Maine-Montparnasse. Ces immeubles à la façade de verre et d'acier, vous les avez tous vus se dresser dans le ciel de la rive gauche, au-dessus de la gare Montparnasse. C'est l'ensemble d'architecture moderne le plus important de Paris. Ici vit, répartis dans 1000 logements, qui vont du studio de 32 mètres carrés au duplex de 230 mètres carrés, une population d'environ 2500 habitants. Qui sont-ils? Avant tout, des jeunes, 28% ont moins de 20 ans, 28% entre 20 et 30 ans. Avant tout aussi, des cadres supérieurs. 16% appartiennent aux professions libérales, 47% aux cadres de l'administration. Le chef d'entreprise est rare, 2%, mais l'ouvrier encore plus rare, 0%. Maine-Montparnasse atteignait en mai 1968 la densité record du drapeau rouge et du drapeau noir au mètre carré de façade.
Les habitants votent en général à gauche, et même à l'extrême gauche. Mais il faut, la plupart du temps, de bonnes et solides relations haut placées pour être admis parmi les locataires. Vivre dans une architecture moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Comment réagit-on dans cet environnement nouveau quand on appartient à un milieu dont la culture est par tradition un des privilèges? Vous habitez ici à Maine-Montparnasse depuis combien de temps? 3 ans environ. Depuis le début que l'immeuble est habité. J'imagine que vous n'avez pas trouvé cet appartement comme il est maintenant, non? Non, loin de là, très loin de là. Et c'était plutôt la caserne. D'ailleurs, extérieurement, c'était une caserne, intérieurement, c'était une caserne. Alors, le plus important pour moi, au départ, c'était d'oublier que j'étais à Maine-Montparnasse. Mais ça a été facile de trouver un appartement ici? Facile, les appartements étant denrées rares, c'est pas facile. On s'inscrit sur des listes, ça c'est facile, tout le monde s'inscrit sur des listes. Oui. Et personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une connaissance qui m'a fait avancer sur cette liste. Quoi, les loyers sont relativement modérés ici? Par rapport à l'équivalent dans Paris, oui. Vous voulez connaître le prix? Oui, pourquoi pas. Ben, pour un 3 pièces, plus parking, ça me revient à 100 000 francs par mois. Oui, mais alors, je voudrais qu'on en revienne un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. La première chose que vous avez voulu faire lorsque vous êtes arrivé ici, c'est chercher à échapper à Maine-Montparnasse. Et ça se traduit comment? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas un peu un refus du monde moderne dans lequel vous vous trouvez, en fait? Ben, si le monde moderne, c'est cette caserne, c'est ces peintures qu'on nous impose, parce que vous arrivez dans un appartement, ce n'est pas du plâtre qu'il faut habiller, ce sont des peintures, et des peintures que l'on doit rendre en quittant l'appartement dans l'état où on les a trouvées. Si on doit vivre dans cette peinture, qui personnellement ne me plaisait pas du tout, si c'est ça le monde moderne, oui, c'est un refus. C'est-à-dire vivre dans un appartement qui est tiré à 250 ou 300 exemplaires. C'est ça, vous rentrez chez le voisin, vous croyez que vous êtes chez vous, non, alors j'ai caché mes murs. Mon idéal de vie, j'ai vu ça à Genève. On peut reculer les cloisons, on peut faire une petite pièce si on a besoin de peu de place d'un côté du mur, et d'une grande pièce, on peut pousser les cloisons. Ça, c'est une conception moderne. Non, mon idéal, ce serait d'avoir une maison à moi, à la campagne, et de vivre à la campagne. Mais de par ma profession, je suis obligé d'être à Paris, et de là, Maine-Montparnasse. C'est quoi votre profession? Je suis comédien. Pratiquement, comment vous l'avez aménagé, cet appartement? Mais aménager, transformer peut s'appliquer uniquement à cette entrée. Oui. Aménager peut s'appliquer à cette entrée, parce que le reste, toutes les pièces ne sont que décorées. Ça a dû vous coûter extrêmement cher, l'installation ici, non? Non, mais il faut bien préciser que si ça n'est pas revenu cher, c'est parce que j'ai tout fait moi-même. Bon, sauf les meubles. Les meubles ici de la chambre à coucher sont des meubles qu'on trouve au Puce. C'est du neuf, c'est de l'espagnol, mais on le trouve au Puce dans du neuf. Oui. Et ça n'est pas cher du tout. Même comparé au moderne, non. Ça vous est revenu à combien, à peu près, en tout? L'installation du tout. Mais je tenais bien compte de ce que j'ai tout fait moi-même, les bibliothèques, tout fait moi-même. En comptant la moquette, en comptant le papier que vous avez mis au mur, tout. Hein. Ben, en comptant le canapé, les fauteuils, 1 million, 1,2 million. Et bien, le moderne qui coûte moins cher, moi, je veux le voir. Je veux le voir. Une table de nuit, ma table de nuit coûte 20 000 francs, quelque chose comme ça. Je veux voir ce qu'on m'offre pour 20 000 francs moderne. Tu en as vu du moderne? Non. Non, pas à ce prix-là, en tout cas. Parce que peut-être qu'un appartement, pour vous, c'est un peu une image de vous-même, non? Oui, c'est un peu ça. C'est un petit peu l'image de nous-mêmes, en fin de compte.
Non, oui, je suis comédien, mais on dit qu'avec un marteau dans les mains, j'ai du génie. J'en ai profité. Modeste. J'aime une porte isoplane, si la matière est belle. Mais la matière que l'on vous sert, la peinture que l'on vous sert, n'est pas belle. Alors, soit on change la porte, ou on améliore la porte qu'on vous livre. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de les baguetter. Est-ce que vous travaillez? Épisodiquement. Et votre mari, que fait-il? Il est architecte urbaniste. C'est un appartement de combien de pièces ici? C'est un appartement de 4 pièces. Quel loyer? Entre 100 et 110 000 francs par mois. C'est très cher. Non, les charges sont comprises. Non, c'est un des moins chers de Paris pour l'instant. Le meuble moderne qu'on trouve dans les magasins de meubles contemporains, on a dépensé 1 million. Le reste, ça a été acheté ou quelquefois de Rouault ou au Puce, ou c'est venu par hasard. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Non. Combien ça vaut ce fauteuil de Charles Eames dans lequel vous êtes assise? Là, il n'est pas complet. Il y a le pouf qui est ailleurs. Avec le pouf, je crois qu'il doit faire 300 000 francs anciens environ. C'est tout de même pas donné pour un fauteuil. Oui, mais à l'époque actuelle, bien sûr, les meubles paraissent chers, mais il y a 2 ou 3 siècles, c'était beaucoup plus cher que ça. Je n'estime pas que ce soit du design, un Breuer. C'est un bel objet. Pour moi, c'était comme une sculpture quand je l'ai vu dans une vitrine. On lit beaucoup dans les Eames et on parle dans les Breuer. Dans les Eames, on peut se mettre n'importe comment. Dans les Breuer, on ne peut pas. Et l'absence de jardin d'enfants, de garderie, de jardin tout court sur la dalle de la SNCF, ça vous gêne beaucoup? C'est-à-dire que ça ne me gêne pas dans la mesure où je ne travaille pas jusqu'à 6 heures tous les soirs. Mais effectivement, si je travaillais tous les soirs jusqu'à 6 heures, je devrais avoir quelqu'un à domicile, et quelqu'un à domicile avec 3 enfants, c'est impossible. Ça, c'est la chambre de mon fils aîné. Mais avant, il y a une jeune fille qui couchait là en plus. Il n'y a pas de chambre de bonne ici? Oh non, il n'y en a pas dans l'immeuble. Ça, c'est empoisonnant. Dans un immeuble où il y a 72% de cadres supérieurs, c'est même une idée un peu cocasse de ne pas avoir prévu de chambre de bonne, non? Mais c'est impensable, enfin. De toute façon, il y a une halte d'enfants qui se crée pour janvier. Ce sont des personnes qui ont fait ça vraiment parce qu'elles en sentaient le besoin, mais surtout parce qu'elles avaient le sens du social. Moi, je n'ai pas tellement le sens du social, alors je ne m'en suis pas tellement occupée, puis j'avais quelqu'un à domicile. Marie-Paul, quel âge avez-vous? 18 ans. De quelle région de France venez-vous? De Auvergne. Et Madame Lequel m'a dit que vous vouliez partir, pourquoi? Parce que ici, c'est vraiment très difficile de vivre dans un appartement. Pourquoi? Parce que je suis énervée pour rien. On a les enfants à partir de 5 heures, et puis et ils sont dans l'appartement, alors qu'à la campagne, les enfants sont toute la journée dehors. Combien gagnez-vous? 35 000 francs. Vous travaillez combien de temps par jour? Combien d'heures? 8 heures, 10 heures. 8 heures. 8 heures? Oui. 5-6 heures. 4 heures à peu près. 4 heures? 4-5 heures. Pas plus par journée? Non. Et combien gagnez-vous? Je suis jeune fille au père. Je suis seule, alors j'ai personne. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cet appartement, c'est l'incroyable contraste entre le bric-à-brac Napoléon III de la chambre à coucher, avec ses meubles boules, et le côté moderne du salon. On a l'impression que le moderne, c'est quelque chose qui est fait pour les autres, pour recevoir, et que c'est seulement dans l'ancien, dans le Napoléon III, dans le bric-à-brac, qu'on peut coucher, qu'on peut manger, qu'on peut vivre en quelque sorte. Pourquoi? Le problème ne se pose pas comme ça, en fait. On n'a pas pensé à acheter des meubles modernes pour la chambre, on n'en a pas eu besoin encore. Ces meubles sont venus petit à petit, puis on les garde parce que, je sais pas,
Ça me dit rien du tout d'aller chez Design SA ou chez Knoll acheter un lit tout plat. Et puis je trouve que le jeu de couleurs dans une pièce, c'est plus chaud. Je sais pas, je trouve que peut-être qu'on y fait mieux l'amour. Madame Chigneux, vous vivez dans l'immeuble Maine Montparnasse depuis combien de temps? Depuis 3 ans, depuis le mois d'octobre. Ça fait juste 3 ans. Est-ce que je peux vous demander, enfin, quelle est votre profession ou celle de votre mari? Mon mari est architecte et je l'aide un peu depuis quelques années. Et quand vous vous êtes installé à Maine Montparnasse, est-ce que ça répondait à un choix bien précis? Ça répondait à un choix dans le fait que dans un éventail très restreint de logements qui nous étaient proposés parce qu'on avait besoin de changer parce que j'avais notre enfant, le quartier nous plaisait et l'immeuble également, enfin en grande partie, nous plaisait beaucoup. C'est pourquoi on est venu ici. Et parce qu'on en a eu la possibilité. Par rapport à un immeuble ancien, je préfère un immeuble moderne. Oui. Je ne dis pas que si j'habitais par exemple en campagne ou en province, je ne préférerais peut-être pas encore la grande maison ancienne, peut-être bien confortable, mais à ce moment-là, qu'il y aurait le double ou le triple de surface de cet appartement avec jardin. Moi, j'aime beaucoup la verdure et la nature, donc c'est un peu de ça dont je souffre ici, par exemple. Les gens dans votre situation, avant, avaient du personnel domestique. Oui, alors là vous allez rejoindre deux problèmes, c'est-à-dire que d'une part, mon mari, en tant que personnel domestique, enfin s'y refuse sur le plan social, et que d'un autre côté, quand même, petit à petit, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de bonnes. Enfin, moi j'ai une femme de ménage. Alors, évidemment, ça peut poser des problèmes, par exemple, puisque j'ai un enfant de 4 ans, de garde le soir. Enfin, dans le côté j'ai un fils aîné où il y a des jeunes filles de l'immeuble qui ne demandent pas mieux que de venir garder les enfants le soir. Il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de garderie, et simplement on vit sur le 14e. Tout ce qui est posé tout simplement par terre, rien d'accroché au mur, rien n'a l'air vraiment définitif. Enfin, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas installé, que vous êtes en transit? Si, justement, dans ce sens-là, si vous voulez, je veux dire qu'on n'a pas juste posé nos affaires en espérant s'en aller le plus vite possible parce qu'on s'y trouvait mal, mais par contre, on a posé des objets. Et si on a besoin de s'en aller pour une raison ou pour une autre, on n'est pas attaché à l'appartement, bien qu'on s'y trouve bien, qu'on l'aime. Pour les lits, on a des matelas en polyester et des planches achetées dans une scierie et des parpaings de béton. Quand nous sommes nombreux à dîner, nous pouvons monter très rapidement une table haute en nous servant de cette porte que nous avons laquée et comme piétement des éléments bas qui servent d'habitude de support au coussin et de petites tablettes. Les planches, par exemple, qui composent les lits ont été achetées au marchand de bois à côté. Alors, mettons, pour chaque lit, je suppose, environ de 5 000 francs. Les matelas, bon, sont en mousse, même pas en caoutchouc, c'est du latex, c'est moins cher. Et ainsi que les coussins. La porte est une porte achetée brute qu'on avait achetée 7 000 francs. Enfin, disons en tout, peut-être de 150 à 200 000. Bon, vos meubles, quand on les voit, on se rend compte qu'ils ne sont pas chers, mais on se rend compte aussi que c'est voulu et que ça n'est pas une question financière. Non, parce que bien entendu, on aurait pu se meubler autrement. Enfin, si vous voulez, c'est une conception qui est venue petit à petit. Au départ, c'était une... Enfin, pas ici, mais au moment où on s'est mariés, c'était une question financière parce que nous n'avions pas d'argent et qu'il fallait quand même vivre avec ce qu'on avait. Et finalement, maintenant, c'est devenu une liberté. C'est ça, et votre standing, si j'ose dire, ici, est sauvé par les apparences extérieures. Si vous voulez, par l'immeuble lui-même, je ne pense pas que nous souffrions quand nous recevons quelqu'un de cet ameublement qu'on pourrait qualifier
qualifiés, pardon, de pauvres. Oui, Monsieur Chénieux, si on fait le bilan de ce qu'on a trouvé à Maine-Montparnasse, on s'aperçoit au fond que la plupart des gens qui vivent ici ont surtout essayé d'adapter leurs appartements avec plus ou moins de bonheur à leur forme de vie traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est que, sur le plan d'un habitat contemporain, Maine-Montparnasse est un échec? Alors, je ne pense pas que Maine-Montparnasse soit un échec, mais je ne pense pas non plus que ce soit un prototype d'habitat contemporain. D'une part, Maine-Montparnasse correspond très exactement à un appartement entièrement déterminé par la réglementation qui commence à devenir depuis une vingtaine d'années un modèle traditionnel. Ce n'est pas le fait d'avoir une façade entièrement vitrée qui change le modèle d'appartement dans ce qu'il y a d'essentiel. En deuxième lieu, je crois que pour la majorité des gens, il s'agit essentiellement de traduire dans leur logement une espèce de représentation idéalisée d'eux-mêmes et de leur rapport avec les autres, de leur place dans la société. Au fond, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut changer la notion profonde des relations de quelqu'un à son appartement. Oui. De toute façon, même si on trouve les méthodes requises, on ne résoudra pas l'ensemble des problèmes du logement, puisque le logement, de toute façon, sera toujours le reflet des contradictions d'une société vécue par la famille en rapport avec les autres. Nous ne sommes plus à Maine-Montparnasse, nous sommes à Milan. Nous étions partis pour Milan pleins de foi et d'espérance. Le sport moderne, il est en train de détruire tous les tabous et de donner à l'homme une vie plus libre possible. Donc, c'est l'optimal pour vivre, pour manger, dormir, faire l'amour, fumer et tout. Joey Colombo, 40 ans, milanais. Dans cette mecque du design qu'est Milan, Joey Colombo passe pour le prophète. Décoratif à Paris, lui consacre pendant 3 mois une de ses salles, La Gloire. Architecte de formation, il commence par dessiner une lampe, un fauteuil, des chaises. Puis sa vision s'élargit, il tente de concevoir l'habitat de demain. Mais, j'allais oublier, Joey Colombo, pour nous, c'est avant tout le fauteuil des téléspeakerines. Ce fauteuil, je l'ai désigné de la 63. Et je pense qu'il est temps que la télévision française me commande un autre. Ni religion, ni dogme. Le design est rationalité, conception fonctionnelle. Il constitue une vérité qui opère dans un domaine concret, ici sur la terre, non dans le ciel. Eh bien, soit. Restons sur la terre, n'allons pas au paradis. Parlons concret. L'habitat de demain, qu'est-ce que c'est, Joey Colombo? Pour le moment, je ne suis pas encore capable d'être prophète. Toutefois, si nous voulons faire un futurible, je pense que c'est une chose déjà assez possible. À travers l'évolution de l'habitat dans les années passées, on peut remarquer des faits, des événements, des courants, des influences qui ont déterminé l'image de l'habitat d'hier et d'aujourd'hui. Et vous avez promis d'être concret. L'habitat de demain, qu'est-ce que c'est, Joey Colombo? Comme je l'avais déjà dit avant, je ne suis pas un prophète et je ne peux pas donner des réponses détaillées et ponctualisées, car ce serait faire de l'utopie. À travers l'expérience des recherches effectuées, il est possible de déterminer les directions sur lesquelles pourra se développer l'habitat de demain. Et voilà,
L'appartement de demain, pour Joey Colombo, nous ne saurons jamais ce que c'est. Ou plutôt si. Il suffit de se rendre au musée des arts décoratifs ou dans une salle du centre de création industrielle, Joey Colombo expose son ensemble programmable pour habiter. L'appartement de demain, le voici. Une sorte de mécano en plastique où nous pourrons combiner des éléments interchangeables à l'infini. La bibliothèque deviendra garde-manger, le placard se transformera en discothèque, nous passerons notre temps à jouer avec nos meubles, et peut-être même en arriverons-nous à oublier la télévision. Je vous souhaite maintenant une très bonne nuit. Bonsoir. Chez moi, je suis en location, mais j'ai essayé dans la mesure du possible d'appliquer une conception de schéma libre. Je pense que l'une des tâches les plus importantes du design est celle de libérer autant que possible l'homme des conventions et des tabous et de l'aider à vivre de la manière la plus libre possible. Vous me parlez de libérer l'homme, donc le design est une activité politique. Vous me parlez de la société de demain. Cette société de demain aura une idéologie politique. Quels sont les rapports du design avec cette idéologie politique? Ritengo che il design è superiore a ogni fatto politico. Je pense que le design est au-dessus de tout fait politique. Nous pouvons au contraire dire que la transformation en cours dans la société est en train de détruire de plus en plus l'idée de client, en formant de plus en plus des masses de consommateurs. Le design crée les objets utiles à la vie de l'homme, et cet homme peut être communiste aussi bien que démocrate. Vous ne croyez pas que la notion d'utile varie suivant le type de la société dans laquelle on se trouve? La politica potrà influenzare le industrie che producono, il modo di vendere, il modo di presentare i prodotti. La politique pourra influencer les industries de production, la façon de vendre, la façon de présenter les produits. Mais l'homme a un physique et une psychologie bien déterminés et que l'on a étudiés à travers les recherches ergonomiques, écologiques, anthropométriques. Ce dessin, il est né à travers des recherches préliminaires, des recherches ergonomiques, des recherches technologiques, etc. La forme de ce produit, il est conditionné sur la résolution de tous les problèmes. C'est-à-dire, c'est impilable, les trucs que vous m'avez demandé, ils servent à premier pour prendre et pour transporter sans se fatiguer parce qu'il est étudié, c'est-à-dire la position de le trou. Même c'est pour l'extérieur, quand il pleuve, pour sortir l'eau, pardon. Et une chose très importante, c'est pour l'été, quand il fait chaud, le trou, c'est pour la transpiration de le corps de la personne qui s'assise. C'est vrai, je l'ai désigné appositoirement pour résoudre la question de cocktail party. Dans les cocktail party, les personnes, il y a les mains occupées pour fumer, pour saluer les personnes et pour tenir des objets. Alors, ce verre, il se peut tenir dans la main seulement avec une comme ça, non? Il est possible de fumer même. Il est désigné de manière universelle. Il a seulement un type qui va pour tout, pour la bière, pour le champagne, pour le whisky, etc. C'est une résolution d'un problème de collectivité dans le parti. Mais le designer se refuse à n'être qu'un tapissier ou un décorateur. Joey Colombo ne se contente donc pas de dessiner
des fauteuils ou des chaises, aussi au domaine royal de l'esthétique industrielle. Parce que la photographie est son hobby, il met au point une chambre ultra perfectionnée. Il est aussi l'auteur d'un climatiseur qui fonctionne sans bruit parce que l'air, nous explique-t-il, il travaille en expansion et non pas en compression. À 2 pas du Dôme, un grand magasin consacre un étage entier au design. Quel public achète ces meubles, monsieur? Il pubblico forte, qui il pubblico è molto vario. Le public est très varié, mais je peux dire qu'en général, il s'agit de gens de la bonne bourgeoisie, industriels, professionnels, décorateurs, architectes, enfin un public particulièrement cultivé. Et à quel prix se vend la chaise de Joey Colombo? Le prix de la chaise au public en Italie est de 14 000 lire et en France de 190 francs. Et le fauteuil de Joey Colombo, combien coûte-t-il? Le prix au public en Italie est de 65 000 lire. En France, de 924 francs. Dans la banlieue de Milan, perdue dans les brouillards lombards, une admirable usine toute neuve fabrique des meubles en plastique de Joey Colombo. « 150 ouvriers, 18 000 mètres carrés d'atelier. C'est ici qu'on achève la finition de ces meubles. Les presses à plastique se trouvent dans le sud de l'Italie. Pourquoi, avons-nous demandé au directeur? Parce que les salaires y sont plus bas que dans le nord, nous a-t-il répondu. Ici, pas de machine spectaculaire. Tout, ou presque, se fait à la main. Le fauteuil a été tiré à 10 000 exemplaires en 5 ans, la lampe à 15 000 en 4 ans. Ils sont exportés dans la plupart des grands pays industriels, des États-Unis au Japon, en passant par la France, l'Angleterre, la Suède. Pourquoi ces méthodes presque artisanales? Pourquoi ces si maigres séries? Avons-nous demandé au directeur. Il faut dire que nous vendons des articles que nous ne connaissons pas la réaction du marché. Et alors, beaucoup de fois, nous commençons avec une production pilote artisanale. Et après, quand nous voyons que l'article marche beaucoup, nous passons en production industrielle. Prenons un exemple. Oui. Je disais tout à l'heure au professeur Colombo que ce miroir me rappelait beaucoup un miroir en bois qu'il y a chez ma grand-mère. Oui. Et il me disait, c'est parce que c'est un très vieux miroir, je l'ai fait en 1962. Oui. Or, c'est donc, vous avez dépassé le stade de la production pilote de ces miroirs. Oui, mais peut-être que pour le miroir, il faut continuer avec une production artisanale. Oui. Maintenant, ce miroir est déjà quelque chose qui date, alors. Oui. Votre production, c'est beaucoup plus la chaise, maintenant. Oui, la chaise, les lampes aussi de M. Colombo, mais ils sont tout moulés. C'est ici, dans un quartier périphérique de Milan, que l'on fabrique les lampes de Colombo. 2 petites pièces, une demi-douzaine d'ouvriers, on se croirait presque chez un artisan du Marais. La lampe Spider, célèbre pourtant dans le monde entier,
a été tiré à 6000 exemplaires. Ici encore, le design reste en exil, faute de pouvoir forcer les portes de la grande industrie. Il est condamné à l'artisanat. Jusqu'à quand? Joey Colombo est l'héritier d'une vieille tradition culturelle qu'il voudrait bien larguer par-dessus bord. Mais les traditions ne se laissent pas si facilement oublier. Pour réaliser l'idéal du design, il faudrait sans doute une société qui n'est pas encore née, une société sans privilèges et débarrassée du poids de l'histoire. Une lampe, c'est fait pour éclairer. Un fauteuil, c'est fait pour s'asseoir. Joey Colombo a retrouvé les évidences réconfortantes de la fonctionnalité et de la rationalité. Entre les exigences de la fabrication industrielle et les servitudes de l'artisanat, entre l'utilité qu'il glorifie et la beauté qu'il feint de mépriser, il tente des compromis difficiles. Nul ne lui conteste le talent. À travers lui se retrouvent toutes les contradictions, tout le malentendu du design. Non ci comprendiamo. Non ci comprendiamo. Avec Maine Montparnasse, avec Joey Colombo, nous sommes peut-être tombés dans un des pièges que recèle le malentendu du design. Nous sommes restés dans le domaine de l'exceptionnel. C'est pourquoi nous avons voulu revenir à un niveau plus concret, plus quotidien. Jean-Pierre Grunfeld est un jeune designer de 29 ans, parfaitement inconnu de tout Paris, qui travaille dans un cabinet d'esthétique industrielle. Son principal titre de gloire, c'est d'avoir collaboré à la création d'un plateau repas en plastique pour la classe touriste de la compagnie nationale Air France. Tirage, 13 millions d'exemplaires. Jean-Pierre, quelle tête font les gens quand vous leur dites que votre métier c'est le design? Une sale, une très sale. Enfin, une tête surtout étonnée, parce que le design, surtout à l'heure actuelle, c'est tout et n'importe quoi. Ce qui se traduit ici, dans la rue, ce qui se traduit par cette coexistence de choses qui sont fausses et farces, ce merveilleux magasin, ce magasin qui est un design center, n'est-ce pas? C'est un design center. Vous avez là des objets qui sont les objets qui nous touchent de plus près, et on a cette coexistence du 19e siècle ou du 18e avec des choses plus ou moins présentes, refusées. Ça, ce n'est pas simplement un objet, c'est un objet qui refuse le corps d'une période victorienne, d'une période où il n'y avait pas d'appétit, n'est-ce pas, pour le corps, où se laver, où l'eau était rare, où se laver était un acte exceptionnel. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui repousse le corps humain, qui se découvre peu, et puis on a d'autres choses. Alors, c'est ici que se passe le design. C'est de cela dont devrait traiter le design. Il y a des signes persistants, et puis il y a la réalité qui est ici, n'est-ce pas? Il y a tout ceci, toutes ces couleurs, toutes ces formes. Il y a ces choses extraordinaires aussi qui sont les piliers de ce métro, n'est-ce pas? Ce qui est faux, ce n'est pas la colonne. Ce qui est faux, c'est la colonne grecque. Pourquoi une colonne grecque? Pourquoi une colonne grecque soutient-elle le métro? Elle le soutenait-elle dès 1900? Alors forcément, cela correspond à une période de l'industrie où les gens avaient découvert l'industrie, avaient honte de cette industrie. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore revenus. Alors, je ne sais pas s'il y a un lieu finalement où on vient plus souvent que dans un bistrot. Non, il n'y a pas de lieu où on vienne plus souvent que dans un bistrot. Il y a même des gens qui ne font que cela. C'est la vraie maison de la culture dans des centaines d'endroits, le bistrot. Et ici, on est dans un bistrot dit moderne. Et dans un bistrot dit moderne, regarde ce qu'on offre à quelqu'un qui veut refaire un bistrot moderne. Immédiatement, le faux. Voilà une colonne en faux cuir. Puis tout d'un coup, un objet vrai qui ressort du design, qui est la Cimbali, qui a obtenu un prix des architectes italiens, mais qui est écrasé complètement. On ne le voit même plus.
n'y a aucune relation entre cet objet et le reste. Je veux bien que le bistrot soit un lieu de rencontre, un lieu où viennent les gens, mais un lieu de culture. La plupart des gens vous diront quand même que c'est pas dans un bistrot qu'on vient se cultiver. On ne vient pas se cultiver dans un bistrot, mais on est cultivé dans un bistrot. Et on est cultivé de la manière purement négative que l'on vient de voir. Qu'est-ce qu'elle est la culture ici? Eh bien, la culture, plutôt la fausse culture, elle est partout. Elle est dans la table, qui n'est pratiquement que culture. Une table telle que celle-ci, qui est tout en faux bois. C'est parce qu'elle est en faux bois que les signes culturels, la laideur bête de ces graphismes stupides, qui sont complétés d'ailleurs par aussi tout ceci qui est en top, cette fausse torchère, avec du faux plastique, le plastique honteux qui imite le cristal. Ceci qui sont des signes du monde passé, qui sont les fantasmes projetés de mauvais créateurs. Ce qui fait que ces lieux sociaux sont des lieux misérables, sont les lieux de la plus grande misère plastique. C'est en cela qu'il y a culture. Il y a une culturation négative par la laideur de cet environnement. Combien de personnes prennent le métro tous les jours? Oui, il y en a 3 millions. Il y a un chiffre moyen qui est donné qui est de 3 millions. Il y a donc 3 millions de personnes à qui on inflige, à qui on oblige de consommer cela. Qu'est-ce que c'est que cela? Cela, c'est d'abord ce qu'on ne traduit pas, ce que, hélas, nos images ne traduisent pas, hélas ou heureusement pour beaucoup de gens, c'est-à-dire cette crasse, cette saleté, cette odeur si caractéristique du métro. Et puis cela, c'est aussi, par exemple, le terrorisme affligeant de cette publicité. Quand on songe qu'il y a des affiches dans le métro qui interdisent les graffitis, pour ma part, je pense que les graffitis, et ceux-là sont gigantesques, les voilà. S'il y a bien quelqu'un qui devrait être puni gravement, et d'amende et de prison, c'est monsieur. Regardez ce pied énorme. Quelle personne ne peut échapper cette gueule à faire des fausses couches à toute une population? Et c'est très important que ce soit cela, n'est-ce pas? C'est très très important dans la mesure où c'est là, n'est-ce pas, asseoir 3 millions de personnes, le cul de 3 millions de personnes tous les jours, n'est-ce pas, c'est là un problème de design. On a des responsabilités quand on fait voyager, quand on nourrit l'œil, quand on nourrit la vision, quand on nourrit le derrière, quand on nourrit, n'est-ce pas, tous ces gens, quand on nourrit 3 millions de personnes, eh bien cela est important et on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ça dans cette anarchie, dans cette crasse, et c'est là un problème fondamental de design, d'environnement, de maîtrise de l'environnement. On est cultivé par ce monde dégoûtant, mais tout à l'heure on a acheté cette boîte d'allumettes qu'on a achetée. Cette boîte d'allumettes qui est cette espèce d'ordure idéologique, cette espèce de petite chose sur le Berry, c'est-à-dire ce gugus infâme fait par des gens qui probablement sont cultivés, mais qui, lorsqu'ils produisent, et ils produisent en masse, ils ont la possibilité, ils ont la responsabilité de produire en masse, produisent ces choses infâmes, et ces choses infâmes, on ne peut pas y échapper. Alors voilà, l'Institut de l'aluminium, aujourd'hui c'est cela. C'est Prométhée. Et Prométhée traduit avec, en effet, toute une série de symboliques et de signes qui sont des signes de l'époque de Prométhée. Tout ça vient se plaquer, et c'est le cas de le dire, artificiellement sur ce matériau qui est le matériau de l'exactitude, le matériau du profil, le matériau de l'aéronautique et ce matériau de notre temps. Et nous lisons là très clairement de nouveau ce décalage épouvantable qu'il y a entre la technologie réelle de ce matériau et puis les signes culturels que ces producteurs, que ces tricheurs que sont ces producteurs veulent faire lire. Tous les signes du temple sont réunis ici. Le décor, la symbolique, la fausse porte en bronze. On est là devant les signes même de ce qu'est l'industrie française, enfin d'une attitude qu'a eu et qu'a encore très souvent l'industrie française, les industriels français. C'est le mépris profond de leur propre production. Où sont les objets français ici? Eh bien, les objets français... On les reconnaît comme ça, du premier coup d'œil? Hélas, oui,
Voilà par exemple, voici ceci qui est un poivrier, on lit immédiatement comme contemporain, c'est un poivrier en plastique, c'est un poivrier moderne, il y a une étude aussi là qui est à la fois fonctionnaliste et plastique. Et voilà, made in Denmark, puis il y a ceci qui est la copie, parce qu'il s'agit d'une copie d'un poivrier ancien, nous retrouvons le bois. Et made in France. Et made in France. Cette sculpture, cette hélice d'avion, qui est cette chose merveilleuse qu'on a envie de caresser, et qui est un objet extraordinaire, on croirait, n'est-ce pas, il y a des sculptures de Stali qui sont moins belles que ceci, n'est-ce pas? Et on arrive à une qualité plastique qui est, elle, la qualité plastique de notre temps. Là aussi, on imagine fort bien que ces gens, n'est-ce pas, qui ont produit cette hélice ou ce moteur, qui sont des gens qui donc fabriquent de l'esthétique, comme M. Jourdain de la prose, qui sont producteurs aussi d'esthétique. Hein, et on a ici ce décalage qui est probablement exemplaire. Je connais de ces industriels qui, le dimanche, n'est-ce pas, vont refaire de l'aquarelle, pensant que la culture, c'est l'aquarelle et pas cela. Or, ce qui est évident, c'est que c'est ceci notre temps, c'est ceci l'esthétique de notre temps. La première impression, n'est-ce pas, que j'ai ici, qui est bonne, qui est excellente, c'est qu'enfin, nous avons ici, par exemple, de la lumière projetée, un décor projeté, de la couleur projetée, ce qui est de notre temps, ce qui est une possibilité de 1969, et c'est réjouissant de sortir de 1904 pour arriver en 1969. Je précise 1969 parce que c'est pas l'an 2000, comme se plaît à le dire une certaine presse, c'est 1969, c'est bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais on est en droit, et ce n'est de nouveau pas utopique, d'attendre mieux et plus. D'autant plus, et cela je crois que c'est tout aussi important, nous sommes là à une station. Il y en a, je crois, près de 400 à Paris. Alors c'est une station de 1969, et il y a 399 stations de 1904. Cela donne, à mon avis, les meilleures limites de cette expérience. Cela va très loin, car il y a un didactisme de l'environnement, il y a une pédagogie de l'environnement, et si cette pédagogie est mauvaise, eh bien, on obtient de mauvais élèves, on obtient des analphabètes, on obtient les crétins plastiques, on obtient ces gens qui croient que le Berry, c'est cette espèce de pauvre pecno avec... Je suis surpris que les gens du Berry ne se révoltent pas, n'aillent pas dans les bureaux de tabac et casser ces boîtes d'allumettes, parce que vraiment, c'est ignoble. Et cela va très loin, quand on pense que le timbre aussi qui échappe, ça, cette chose, cette grosse dondon qui est la République, si c'est ça l'image de la République, quelle image de don. Et cette image, n'est-ce pas, elle est culture, cette image, elle est imposée. Hein, vous avez vu première image de la République. C'est la première image de la République que voient les enfants, et c'est toute une symbolique périmée, fausse, médiocre. Par exemple, la Libye qui représente ce panneau qui est alors lui le petit morceau de culture avouée. C'est l'art, voilà l'art, n'est-ce pas? Voilà le petit morceau d'art qu'on a placé là-dedans. C'est là, si le design ne vient pas ici, si la maîtrise de l'environnement ne se fait pas sur le gugus, si elle ne se fait pas sur la dondon, n'est-ce pas, si le design n'intervient pas là...
design n'intervient pas là, disait Jean-Pierre Grunfeld, eh bien en tout cas ici, le design est intervenu. Ici, c'est-à-dire à Flaine, une des dernières nées des stations françaises de sport d'hiver. Flaine, porté au nu par quelques-uns, détesté par d'autres. Autrement dit, un endroit à la mode. Vous êtes le promoteur de la station de Flaine, c'est-à-dire que, en quelque sorte, vous êtes le maître d'œuvre de cette station. Je suis bien le maître de l'œuvre de cette station. Je serai encore plus peut-être le maître de l'ouvrage. Le maître de l'œuvre, c'est celui qui définit chacune des actions à entreprendre sur le plan général qui lui a été donné, sur le programme qui lui a été donné par le maître de l'ouvrage. C'est donc plutôt à cette qualité que je dois vous répondre aujourd'hui. Nous avons cherché à Flaine à faire une station très différente des autres, en ce sens qu'elle serait une œuvre artistique. Nous avons choisi un des plus grands architectes contemporains, Marcel Breuer. Quand Breuer est arrivé ici, après avoir admiré le site et s'en être imprégné, il m'a dit la première chose à faire, c'est ne pas gâter ce site. Chaque bâtiment a sa place dans un contexte dans lequel la nature intervient. Respect du site et conscience de l'environnement naturel, tout dans cette architecture a été conçu pour se fondre dans le paysage. Peu à peu, s'implantent les immeubles en suivant les lignes de niveau. Flaine se protège et s'ouvre à la fois. Pas un arbre ne sera abattu. Cette station grise, austère presque janséniste, Marcel Breuer l'a voulu ainsi. Le rocher appelait le béton, et le béton a répondu à la montagne. Au-delà de l'architecture, c'est avant tout comme méthode que le design s'est affirmé ici, comme participant à une conception d'ensemble de l'environnement. Reste à savoir si c'est vraiment ainsi qu'il sera perçu et ressenti. Accept this time he's gone
for good. He'll never come back now, even though he said he would. So darling, dry your eyes. Avant-garde, qu'est-ce que tu entends par avant-garde en voyant Flaine? Ça paraît un peu froid, si vous voulez, pour les contacts. Alors c'est voulu. Du pittoresque dans le moderne, ça n'existe pas. So many other guys would give the world, I'm sure, to wear the shoes he wore. Ça frappe, ça choque, il n'y a pas de problème. Ça a ses avantages comme ça a ses inconvénients, bien sûr. Ah, il y en a qui aiment franchement. Rosemary, where's the use in crying? In a little while you'll see Rosemary. C'est très, attractive. Du point de vue sun and shadow, c'est sensationnel. Oh, I think it's simply beautiful. Oh, why? Beautiful valley, and so quiet and so alone, no automobiles, everything. Stupendous view. You must keep on trying. I know that he hurt you bad. I know, darling, don't be sad. Naturellement, nous, les personnes qui viendront ici, qui s'installeront, sont celles qui ont un certain intérêt général dans les choses de la culture. Smile a little smile for me, Rosemary, Rosemary. I guess you're lonely now. Love's coming. À Flaine, tout comme à Maine-Montparnasse, le malentendu du design est resté entier. Mais alors est-ce à dire qu'en l'imposant ici comme il l'a fait, M. Boissonnat était à sa manière une sorte de mécène? J'aurais voulu ne pas l'être. Alors je crois que la démonstration ne sera véritablement probante que le jour où Flaine sera rentable. Je ne demande pas une rentabilité de 30% sur les capitaux investis, mais je voudrais que, et c'est ainsi que ça peut être un exemple, que ça peut être une source d'inspiration pour d'autres, que la rentabilité soit normale, permette de reconstituer le capital qui a été investi et pour qu'on puisse recommencer ailleurs. C'est-à-dire que vous aurez démontré que l'architecture contemporaine peut s'inscrire dans une politique de profit normale. Absolument. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Alors que nous quittions Flaine, on inaugurait le Snowbub, endroit dans le vent où les hivernants allaient pouvoir, lassés du béton, retrouver une ambiance de drugstore qui leur est familière. C'était le moment un peu amer où ceux qui avaient construit la station laissaient enfin la place à ceux qui allaient la payer. I just can't believe the loveliness of love.